En l'hiver de l'an 40 après Jésus-Christ, Rome semblait couverte d'un manteau de fer invisible. Le ciel gris et lourd n'était pas seulement un phénomène météorologique, mais un miroir de l'état d'esprit collectif de la ville. Les colonnes du Sénat, autrefois symboles de dignité et de fierté républicaine, se dressaient quand même comme des témoins impuissants d'un pouvoir qui avait changé de nature. Il ne s'agissait plus de lois ou de discours solennels, mais d'humiliations transformées en spectacle public. Sous le règne de Caius César Auguste Germanicus, connu pour la postérité sous le nom de Caligula, les sénateurs et les familles patriciennes cessèrent d'être les gardiens de la tradition, pour devenir les victimes potentielles de rituels conçus dans un seul but, dégrader publiquement les plus nobles et faire de la honte un outil politique. Là où, du temps de Tibère, on cachait des exécutions discrètes ou des bannissements silencieux, Caligula avait créé un théâtre de la terreur. Sa domination s'affirmait non dans le silence du sang versé en secret, mais dans le bruit du déshonneur partagé aux yeux de tous. Un épisode rapporté par les chroniques illustre avec une clarté effroyable le caractère de ce nouvel ordre. Marcus Claudius, un sénateur âgé et respecté pour sa prudence, fut convoqué au Palatin croyant qu'il assisterait à un conseil d'État. Il imaginait des délibérations sur les lois et les traités, mais se vit contraint d'assister à un spectacle impensable, sa propre fille conduite à travers les portes de bronze, les mêmes qui jadis ne s'ouvraient que pour les rites religieux, transformés en protagoniste involontaire d'une parodie sacrilège. Les mains tremblantes, le sénateur tint la torche qui devait éclairer la scène. Ce geste, qui paraissait insignifiant, consomma la ruine de son honneur et de sa lignée. Plus tard, l'historien Dion Cassius écrirait que pour Caligula, la honte était un instrument plus efficace que l'épée. Et peut-être le plus terrifiant n'était-il pas la violence elle-même, mais la manière dont elle se revêtait de bureaucratie et de solennité. Chaque victime était inscrite dans des archives secrètes sous le Palatin. Nom, âge, conditions sociales, comme dans un recensement fiscal. Mais au lieu d'énumérer des céréales ou des propriétés, on inventoriait des corps, des destins et des humiliations. Le Sénat pouvait entendre le nom d'une épouse ou d'une fille lu à voix haute comme s'il s'agissait de simples données administratives. La déshumanisation devenait la norme et l'outrage prenait l'aspect d'une procédure officielle. Dans ce cadre sombre, la grandeur de Rome semblait se corroder de l'intérieur. La peur s'institutionnalisait, la honte se transmettait, et les pères, contraints d'allumer des torches, devenaient un complice de la dégradation de leur propre foyer. C'est ainsi que commençait à se tisser le tissu d'un empire où l'intimité cesserait d'appartenir au privé pour être sacrifiée sur l'autel d'un pouvoir absolu. Caligula ne se limitait pas à infliger de la douleur. Son ambition allait au-delà de la cruauté visible. Son but était de pervertir l'essence même de l'ordre romain, de transformer les sénateurs, les épouses et les fils des familles les plus honorables en spectateurs et collaborateurs de leur propre avilissement. Personne n'était à l'abri. Les pères qui tenaient par des torches, les maris qui signaient par ça des contrats, les fils obligés de porter des vêtements indignes. Tous participaient, même contre leur volonté, à la machinerie de l'outrage. Le plus sinistre de ce système était son apparence de légalité. Chaque acte était enregistré dans des archives secrètes, soigneusement conservées sous le Palatin. Comme dans un recensement fiscal, on notait les noms, indiquant les âges, les lignées et les états physiques, mais ce qui était inventorié n'était pas des céréales ni des propriétés, mais des corps et des destins. Le pouvoir de l'empereur ne résidait pas uniquement dans le fait de décider de la vie ou de la mort, mais dans la transformation de l'intimité humaine en dossier. Ainsi, un sénateur pouvait entendre, au milieu d'une séance solennelle, la voix du scribe prononcer le nom de sa propre épouse ou fille, lu avec la même froideur qu'une liste d'impôts. L'outrage cessait d'être un acte clandestin pour devenir une règle. La peur ne se transmettait plus seulement par le fouet ou l'épée, mais par la certitude que chaque honte était enregistrée comme faisant partie de l'engrenage de l'État. Rome avait connu la répression sous Tibère, qui gouvernait à distance avec des lettres et des dénonciations. Mais l'approche de Caligula était différente. L'infamie elle-même se transformait en rituel, l'humiliation en cérémonie publique, la douleur en liturgie. Il ne s'agissait pas d'un caprice passager, mais de la construction d'un appareil de pouvoir dont la véritable force résidait dans la complicité forcée. La peur, élevée au rang de norme, paralysée. La honte, héritée de père en fils,
rongeait le tissu de la société. Chaque famille de qui se taisait, chaque sénateur qui consentait, devenait une pierre d'un édifice construit sur l'outrage. Et pour comprendre comment on en est arrivé à cet abîme, il est temps nécessaire de revenir aux premières années du règne de Caligula, lorsqu'il était encore considéré comme l'espoir lumineux de Rome. Pour comprendre le contraste, il suffit de revenir à l'aube du 18 mars de l'an 37. Rome se réveilla ce jour-là avec un soulagement qu'elle n'avait pas ressenti depuis des décennies. Après les années sombres du règne de Tibère, l'annonce parcourut les forums, les camps militaires et les villas aristocratiques. Caius Julius César Auguste Germanicus, surnommé Caligula depuis son enfance à cause des petites bottes de soldats qu'il portait dans les camps de son père, était proclamé empereur. Il avait à peine 25 ans. Et son avènement fut accueilli comme le signe d'une réconciliation longtemps attendue entre le peuple, l'armée et le Sénat. Rome, fatiguée du gouvernement distant et paranoïaque de Tibère, trouva en ce jeune homme charismatique la promesse d'un nouveau départ. Là où Tibère se cachait à Capri en voyant ordres et soupçons, le nouveau prince se montrait avec désinvolture, se mêlant aux foules, acceptant les acclamations et se laissant envelopper par la dévotion populaire. Sa lignée inspirait confiance. Il était le fils de Germanicus, général victorieux et aimé des légions, dont la mort prématurée avait laissé une plaie ouverte dans la mémoire collective. Mais il était aussi vu comme un survivant des intrigues impériales. Il avait vu sa mère Agrippine, l'aînée bannie, ses frères emprisonnés ou exécutés, et lui-même avait appris à feindre la stupidité pour ne pas éveiller les soupçons du vieux Tibère. Cette double condition, héritier légitime et victime résiliente, en faisait un symbole d'espoir. Les premiers 6 mois de son règne semblèrent enfin confirmer le rêve. Il réduisit les impôts, libéra les prisonniers politiques, organisa des spectacles d'une ampleur inédite et finança des travaux publics longtemps attendus. Aqueducs réparés, routes rénovées, théâtres rouverts. Il distribua même de généreux dons aux soldats et des récompenses au peuple, comme s'il voulait effacer d'un coup l'amer souvenir des années précédentes. La joie fut immense. Les femmes jetaient des fleurs sur son passage, les enfants improvisaient des chants en son honneur, et le Sénat, soulagé, rivalisait pour lui montrer sa fidélité. Des historiens comme Suétone rappellent que pendant les 100 premiers jours de son gouvernement, Caligula incarna l'image du prince idéal. Accessible, cultivé, généreux, capable de citer les poètes grecs lors de banquets et de se mêler à la plèbe lors des jeux du cirque. Beaucoup crurent que l'âge d'or promis par les dieux était enfin arrivé. Mais l'histoire de Rome n'a jamais été linéaire. La ville qui connut tant de fois la gloire avait aussi appris à craindre les tournants inattendus du destin. Et dans le cas de Caligula, l'espoir se transformerait bientôt en présage de tragédie. L'automne de l'an 37 marqua un avant et un après. Quelques mois seulement après son accession au pouvoir et après avoir été célébré comme le sauveur de l'Empire, Caligula tomba gravement malade. Les sources anciennes parlent de fièvre très élevée, de délires et de convulsions si violentes que plusieurs hommes étaient nécessaires pour le maintenir sur son lit. Rome entière s'arrêta, comme si le battement de la ville dépendait du pouls fiévreux de ce jeune prince. Des sacrifices furent offerts dans tous les temples, des vœux solennels furent prononcés dans les maisons et sur les forums, et certains n'hésitèrent pas à promettre leur propre vie en échange du rétablissement de l'empereur. Durant ces jours, l'angoisse fut partagée. Riches et pauvres, sénateurs et plébéiens, tous attendaient des nouvelles le cœur serré. Et quand Caligula survécut enfin, le peuple crut que les dieux avaient répondu à ses suppliques. Mais la maladie avait laissé des traces profondes. Ce qui au début semblait être des gestes extravagants de jeunesse se transforma en décisions perturbatrices. Le premier signe, apparemment inoffensif, fut l'ordre de remplacer toutes les statues des dieux par des images de son propre visage. À partir de là, les délires se multiplièrent. Il errait nu dans les jardins impériaux la nuit, tenait de longues conversations avec la lune, se proclamait frère de Jupiter et exigeait des sacrifices comme s'il était une divinité vivante. Les chroniqueurs décrivent un changement visible même dans son aspect. Ses yeux, autrefois vifs, devinrent fixes et pénétrants, avec des pupilles constamment dilatées. Sa peau prit une teinte étrange et son énergie, inépuisable mais irrégulière, le poussait à rester des jours entiers sans dormir pour ensuite sombrer dans des accès de fureur ou d'extase religieuse.
Les études modernes ont tenté d'expliquer ce tournant radical. Certains soutiennent qu'il aurait pu s'agir d'une encéphalite, d'une épilepsie ou même de lésions neurologiques provoquées par le plomb des canalisations romaines. D'autres évoquent un trouble mental déclenché par la pression du pouvoir absolu. Ce qui est certain, c'est que, quelle qu'en fût la cause, l'effet fut dévastateur. Le jeune homme, acclamé comme symbole de réconciliation, se transforma en un souverain dominé par la paranoïa, le délire de grandeur et une fascination morbide pour l'autodéification. Lors des banquets, il commença à jouer des rôles divins. Il se faisait appeler Neptune lorsqu'il lançait des colonnes de marbre à la mer comme des offrandes. Il se présentait comme Jupiter tonnant lors de rituels nocturnes avec des éclairs artificiels, et défilait comme le fils d'Apollon lors de processions solennelles, vêtu de tuniques dorées et de couronnes de laurier. Ce que beaucoup prirent au début pour des excentricités se révélait en réalité être un programme systématique de transformation. Caligula ne se concevait plus comme un homme, mais comme l'incarnation du divin. Ce fut le début d'un règne où le sacré et le profane se confondraient de manière dangereuse. Et bientôt, cette obsession pour sa divinité déboucherait sur un contrôle encore plus sinistre sur sa propre famille et, plus tard, sur l'ensemble du corps social de Rome. Parmi les changements les plus inquiétants figurait la manière dont Caligula transforma les liens familiaux en scène de son pouvoir. Sa relation avec Drusilla, sa sœur préférée, devint le symbole de cette métamorphose. Il ne se contentait pas de la traiter comme une princesse impériale, mais l'éleva au rang d'épouse publique, la montrant lors d'actes officiels comme si elle était sa légitime consort. Les chroniqueurs, comme Suétone, assurent qu'il l'appelait Nanit dans ses seins Midiane, et qu'il la traitait avec une dévotion qui dépassait toute norme acceptée, défiant les traditions romaines et les frontières du sacré. Lorsque Drusilla mourut prématurément en l'an 38, la blessure émotionnelle de Caligula se transforma en une obsession sombre. Il décréta un deuil obligatoire pour toute Rome. Il interdit de rire, de se baigner ou de célébrer des festivités. Quiconque osait montrer des signes de joie était puni de mort. Il ne s'agissait pas d'une douleur intime, mais de la rage de la possession frustrée. La ville entière fut entraînée dans une liturgie du deuil, non par amour, mais par obéissance. Cet épisode fut le prélude de ce qui allait suivre, la conversion de l'intimité en instrument de chantage politique. Les épouses brocantes de sénateurs, les matrones respectables et même les vierges destinées à des mariages de prestige commencèrent à être convoquées au Palatin. Là, sous prétexte de rituels divins, elles étaient vantées forcées de participer à des cérémonies qui dégradaient non seulement leur corps, mais aussi l'honneur de leur famille. La douleur privée devenait un spectacle public. L'intimité cessait d'être un refuge domestique pour se transformer en monnaie de pouvoir. Caligula comprit que détruire la sphère familiale équivalait à saper les fondements de Rome elle-même. Le père qui devait protéger se voyait obligé de livrer, l'époux de consentir, le fils de se taire. Personne n'échappait au filet de l'outrage, car la cruauté la plus efficace n'est pas celle qui frappe de l'extérieur, mais celle qui oblige son propre sang à participer. Rome, qui dans les premiers mois avait célébré le jeune empereur comme restaurateur de l'espoir, commençait à pressentir que cet homme, qui se proclamait Dieu parmi les mortels, ne distinguait plus le sacré du profane, l'amour de l'humiliation. La graine de la tragédie était plantée. Ce qui avait commencé par le culte de Drusilla se transformerait bientôt en un système calculé de dégradation collective. Après la mort de Drusilla et la maladie qui avait altéré son esprit, Caligula cessa de cacher ses délires de grandeur. Dans sa vision morbide, le corps de Rome entière devait devenir le théâtre de sa divinité, et pour cela, les statues ou les processions ne suffisaient pas. Un appareil systématique, avec des règles, des protocoles et des archives, était nécessaire. Ainsi, ce qui semblait être des caprices privés se transforma en un engrenage bureaucratique de l'outrage. Le Palatin, cœur du pouvoir impérial, fut réorganisé comme un temple divisé en chapelles. Chaque salle avait un but spécifique, celle de Jupiter destinée aux unions où l'empereur se présentait comme Dieu suprême, celle de Vénus réservée aux représentations forcées de mythes érotiques et celle de Priap où la douleur physique se déguisait en dévotion. Tout était méticuleusement planifié. Les fresques commandées à des artistes de renom décoraient les murs de scènes mêlant érotisme et mythe. Peut-être peignaient-ils par ambition, peut-être par peur, mais ces œuvres trop explicites
étaient ensuite recouvertes de couches de chaux lorsque la décoration changeait. Il ne s'agissait pas d'un chaos déchaîné, mais d'une organisation méticuleuse. Il y avait des horaires pour les épouses de sénateurs, des tours pour les jeunes demoiselles et des uniformes de soie translucides importés de Syrie. Les médecins du palais examinaient pour ça les femmes avant et après les cérémonies, enregistrant leur état physique comme s'il s'agissait de gladiateurs après un combat. Les scribes notaient un tortois à noter chaque détail: âge, durée du séjour, grossesse, résistance ou coopération. Il s'agissait d'une comptabilité de l'horreur aussi rigoureuse que le recensement citoyen ou le registre des impôts. Sur les parchemins, l'intimité était réduite à des données froides, à des chiffres qui effaçaient la condition humaine. Le plus pervers était que la structure imitait l'administration même de l'Empire. Tout comme il y avait des magistrats pour percevoir les tributs ou des consuls pour dicter les lois, au Palatin, il y avait des fonctionnaires dédiés à la supervision de chaque aspect de l'outrage. Des gardes transportaient les victimes selon un calendrier, des scribes enregistraient puis les noms et les circonstances enseignant, des sages-femmes et des médecins documentaient les grossesses et les accouchements. Des comptables inscrivaient telles sommes au trésor impérial sous l'euphémisme de dons volontaires. Le résultat était terrifiant. Une machine parfaite où personne n'était un monstre complet, mais un rouage d'un système qui diluait la culpabilité dans la collectivité. L'outrage cessait d'être un acte impulsif d'un tyran pour devenir une politique d'État. Et Rome, sans s'en rendre compte, commençait à vivre sous un régime où l'intimité humaine avait été transformée en dossier administratif. Les chroniques d'Uzon-Siditan nous ont laissé des exemples déchirants qui illustrent à quel point le système de Caligula brisait les liens les plus sacrés. L'un des plus cités est celui du sénateur Publius Cornelius. Homme d'une lignée respectable et d'une voix ferme au Sénat, il osa s'opposer lorsqu'on lui demanda de livrer son épouse Libia pour le soi-disant service divin. En séance publique, il dénonça l'infamie avec des mots courageux, mais il savait que son geste était aussi une sentence. Le lendemain, son fils d'à peine 8 ans apparut sur les marches du palais, castré, mutilé, avec un message gravé sur sa peau. La désobéissance avait des conséquences générationnelles. Brisé par la tragédie, Cornelius céda. Son épouse fut emmenée au Palatin et, des mois plus tard, elle donna naissance à un fils de l'empereur que le Sénat lui-même, impuissant et complice, fut contraint de reconnaître comme héritier légitime. À cet instant, ce n'est pas seulement une famille qui s'effondra, mais la notion même de paternité et d'honneur qui cimentait la pietas romaine. Un autre cas où elle est répétée comme un symbole dans les chroniques fut celui de Valeria, fille d'un sénateur de moindre rang. Après des mois d'abus, la jeune femme cessa de parler. Ce n'était pas à cause de dommages physiques aux cordes vocales, mais parce que le langage avait perdu sa force pour exprimer l'horreur vécue. Son silence devint l'emblème de l'ineffable. Ceux qui la regardaient s'en décomprenaient sentit que non seulement la pudeur se perdait, mais la capacité même de nommer la condition humaine. Les hommes non plus n'échappaient un pas. Dion Cassius rapporte que Caligula prenait plaisir à féminiser les fils de la noblesse. Il les habillait de tuniques couleur safran, les maquillait avec du vermillon et de la céruse, et les faisait défiler lors de banquets comme s'ils étaient des courtisanes. Certains étaient commis aux enchères pour une seule nuit, tandis que leur propre père devait assister au spectacle sans pouvoir intervenir. C'était un renversement absolu. S'il pouvait transformer le fils en objet de marché, il détruisait à la racine la continuité de la lignée sénatoriale. La cruauté atteignit son point le plus corrosif lorsqu'il institutionnalisa au Sénat la soi-disant lex de Divina Corporis, qui déclarait sacrer le corps de l'empereur et transformer toute union avec lui en un honneur religieux. Père et époux étaient contraints de signer des contrats comme s'il s'agissait d'actes volontaires de dévotion. L'outrage était ainsi légitimé sous l'apparence de la piété. Ce qui était autrefois un crime se présentait désormais comme un privilège. L'effet psychologique fut dévastateur. Il ne s'agissait pas seulement de douleurs physiques, mais d'un processus de complicité forcée. La honte, plus corrosive que la peur, pénétrait dans chaque foyer, et la société entière se retrouva prise dans un réseau où les frontières entre victimes et complices devenaient impossibles à distinguer. Les nuits de pleine lune, l'horreur atteignait son paroxysme théâtral. L'amphithéâtre privé du Palatin, conçu en principe pour des spectacles artistiques, se transformait en un temple païen de dégradation. Caligula l'appelait, avec cynisme,
cérémonie de fertilité lunaire, et y déployait tout l'appareil de son pouvoir absolu. Les sénateurs et leurs épouses étaient convoqués à occuper les gradins, vêtus de leurs toges et ornements officiels. De là, ils devaient à contempler, sans sourciller, comment les matrones les plus honorables de Rome descendaient dans l'arène, contraintes de s'unir à des gladiateurs sélectionnés pour leur vigueur, des esclaves ramenés des frontières les plus lointaines ou même des animaux dressés pour l'occasion. L'humiliation n'était pas un acte isolé, c'était un rituel où la complicité silencieuse devenait preuve de loyauté. Quiconque détournait le regard, quiconque montrait de l'horreur, risquait la vie de ses enfants. L'empereur lui-même présidait la scène depuis un trône doré, avec un sceptre orné de symboles phalliques, dirigeant la cérémonie comme un maître de liturgie perverse. Il désignait de son bâton qui devait s'unir à qui, combien de fois, dans quelle position. Les scribes, avec la même froideur que s'ils enregistraient un acte du Sénat, notaient pour chaque détail. Nom, temps, résultat, grossesse. L'outrage devenait document, la douleur dossier officiel. Autour de ces cérémonies surgit une économie parallèle. Des marchands d'huile et des parfumeurs offraient enfin des onguents censés soulager les douleurs. Des guérisseuses vendaient des potions abortives en secret. Des proxénètes formaient en fait des jeunes filles à cette caste aux techniques de résistance pour survivre. Des médecins spécialisés réclamaient dans somme des sommes élevées pour réparer les dommages après chaque rituel. Tous bénéficiaient, directement ou indirectement, de la roue de l'horreur. L'or circulait dans Rome, mais tous savaient son origine. La dignité transformée en tribut. Des poètes courtisans embellissaient l'infamie d'odes dans lesquelles ils comparaient l'empereur à des dieux comme Zeus, Neptune ou Apollon. Des prêtres de temples officiels allaient même jusqu'à bénir ces unions comme s'il s'agissait de sacrifices sacrés. La perversion acquérait ainsi une parure culturelle et religieuse. L'outrage devenait épopée et le souvenir de la douleur était remplacé par des vers récités lors de banquets. Un exemple fréquemment cité est celui de Julia, épouse de Marcus Antonius Prim. Lors d'une cérémonie, Caligula lui-même demanda aux scribes de lire l'entrée 346 des archives. Y était détaillé avec une froide exactitude le nombre de participants, la durée de l'acte et la grossesse résultante. Tout le Sénat écouta en silence. Marcus Antonius, assis parmi ses collègues, ne put lever les yeux. Il n'y avait ni fouet ni épée à cet instant, la seule exposition publique suffisait à briser l'honneur. Ainsi, l'humiliation ne se terminait pas avec la violence physique. Elle se prolongeait dans la mémoire institutionnalisée, dans les parchemins qui conservaient l'enregistrement, dans les lectures publiques qui transformaient les tragédies privées en spectacles collectifs. Rome, habituée au sang dans le cirque, découvrait un nouveau traumatisme, le déshonneur perpétuel comme forme de divertissement officiel. Ce qui avait commencé dans les salons du Palatin déborda bientôt au-delà des murs impériaux. Rome entière, avec ses forums, ses marchés et ses temples, fut imprégnée par l'ombre de ces cérémonies. L'outrage n'était plus seulement un spectacle privé de l'empereur, mais une pratique qui contamina tous les niveaux de la vie sociale. L'or taché de honte circulait entre les mains des commerçants, des prêtres et des poètes, et chaque pièce était un rappel que l'intimité avait été transformée en tribut. La ville qui s'enorgueillissait de son droit se retrouva piégée dans une législation perverse où obéir signifiait sacrifier ce qu'il y avait de plus sacré, la famille. Le Senecondae, loin de résister, devint complice. Certains le faisaient par peur, d'autres par opportunisme, mais le résultat était le même. Tous participaient à la farce. L'institutionnalisation de la douleur se consolidait comme politique d'État. Caligula avait découvert que le pouvoir absolu ne consiste pas uniquement à commander, mais à obliger chacun à collaborer à la profanation de l'ordre social. La peur paralysée, oui, mais la honte rongée de l'intérieur. En forçant les pères et les maris à prendre part à la dégradation de leurs proches, ils ne détruisaient pas seulement des individus, mais déchiraient le tissu même de la société romaine. La cruauté la plus efficace n'est pas celle qui s'impose par la force, mais celle qui transforme les victimes elles-mêmes en complices de leur destruction. Dans cette atmosphère, la résistance devint presque impossible. Certains hommes murmurèrent des plans de rébellion, mais ils étaient dénoncés par des collègues qui craignaient ensemble de tout perdre.
Certaines femmes tentèrent de fuir vers des provinces lointaines, mais les spéculateurs, la garde secrète de l'empereur, les traquaient et les ramenaient pour des châtiments exemplaires. D'autres tentèrent d'en défigurer leur visage avec des couteaux ardents pour échapper à la beauté qui les condamnait. Mais Caligula y trouvait même une utilité. Il déclarait que la laideur purifiait l'acte car elle éliminait le plaisir esthétique et le transformait en sacrifice religieux. Rome, qui avait autrefois été maîtresse du droit et gardienne de la dignité, se transformait en théâtre de contrats infâmes et de cérémonies aberrantes. Ce qui avait été exception devint coutume, et ce qui avait commencé comme l'excentricité d'un prince troublé se consolida comme l'engrenage culturel et économique de toute la ville. La haine grandissait en silence, cachée derrière le masque de l'obéissance. Parmi ceux qui ressentaient le plus les humiliations se trouvait Cassius Chaerea, vétéran des guerres germaniques, homme aguerri à l'honneur militaire. Pendant des années, il avait supporté les moqueries cruelles de l'empereur. Caligula l'obligeait à donner des mots de passe obscènes aux soldats, riait de sa voix fluette et le ridiculisait en le faisant défiler nu lors de banquets. Ce n'était pas la compassion pour les victimes qui le mouvait, mais la dignité bafouée. Le ressentiment personnel se transforma en conspiration. La nuit du 24 janvier de l'an 41, Caligula organisa une de ses cérémonies les plus brutales. Le palais résonnait des cris d'épouses de sénatoriales forcées de concourir à ce qu'il appelait des « épreuves de fertilité divine ». Les chiffres étaient écriés comme à une enchère, 20, 30, 40 unions successives. Les corps n'étaient plus des corps, mais des pièces d'une machinerie sans âme. Personne ne le savait, mais ce serait la dernière cérémonie. Le lendemain, tandis que l'empereur traversait le passage souterrain qui reliait le palais au théâtre, Chaerea et un groupe de prétoriens l'embusquèrent. Armés de poignards, ils le poignardèrent à plusieurs reprises, jusqu'à 30 fois. Une des blessures fut délibérément dirigée vers ses organes génitaux, un geste chargé de symbolisme. Non seulement on tuait l'homme, mais l'incarnation d'un système qui avait fait du corps un instrument de pouvoir et d'humiliation. Caligula tomba sur le même sol qui avait vu défiler victimes et complices. Son épouse, Mallonia Caesonia, fut assassinée peu après, et sa fille, Julia Drusilla, âgée d'à peine 2 ans, fut écrasée contre un mur par les soldats. La rage ne cherchait pas la justice, mais l'effacement total, anéantir toute trace de la dynastie. Rome ne voulait pas seulement en finir avec un tyran, mais détruire le symbole de sa honte collective. Ainsi s'achevait, au milieu du sang et de la conspiration, le règne de celui qui était passé du grand espoir de l'Empire à sa plus sombre des cauchemars. Après l'assassinat, Rome chercha désespérément à se purifier de l'ombre de Caligula. Le nouvel empereur, Claude, proclama la damnatio memoria. Il fut ordonné d'effacer son nom des inscriptions, de fondre ses monnaies et de détruire ses statues. C'était comme si, en éliminant l'image du tyran, on pouvait aussi effacer le souvenir de son règne. Les murs du Forum et du Palatin furent raclés, les portraits brisés, les autels renversés. Rome tentait d'arracher d'elle-même la trace de la honte. Cependant, les échos de l'horreur ne pouvaient être réduits au silence si facilement. Les cicatrices demeuraient sur les corps des victimes, les silences dans les familles sénatoriales et les archives cachées dans des cryptes privées. Ce qui était mort ce 24 janvier n'était pas seulement un empereur, mais la preuve qu'une civilisation entière pouvait devenir complice de sa propre dégradation. Les mêmes hommes qui avaient tenu des torches lors de cérémonies infâmes furent ceux qui, ensuite, applaudirent dans sa mort. Les mêmes mains qui avaient décrit des odes flatteuses furent celles qui signèrent des décrets pour le condamner à l'oubli. La contradiction de Rome était évidente. Elle répudiait l'homme, mais ne pouvait se défaire du système qui l'avait soutenu. Le tonnerre retentit cette dernière nuit comme si les dieux eux-mêmes assistaient à la chute de celui qui s'était proclamé leur égal. Cependant, la mémoire ne pouvait s'effacer avec des décrets ni avec des coups de marteau sur le marbre. La fille de Marcus Claudius, enregistrée dans les archives sous le numéro 247, ne parla plus jamais. Son silence devint un témoignage vivant que la complicité forcée laisse des cicatrices aussi profondes que la violence directe. Claude restaura les temples, rendit une certaine dignité au Sénat et tenta de reprendre les cérémonies traditionnelles, mais le fantôme de Caligula continua de hanter. Car ce que ce tyran avait révélé n'était pas seulement sa propre folie, mais une vérité inconfortable. Le pouvoir absolu ne domine pas seulement les corps et les lois, mais aussi les consciences. Il ne suffisait pas de tuer l'homme ni d'effacer son nom. Rome devait affronter sa propre participation à l'outrage.
Les historiens ultérieurs décrivirent Caligula comme un monstre. Suétone le dépeignit comme un exemple de folie impériale. Dion Cassius comme un avertissement sur la corruption du pouvoir. Mais au-delà des jugements personnels, ce qui survit est la leçon structurelle. Caligula ne fut pas uniquement un homme malade et cruel, mais l'incarnation extrême d'un phénomène récurrent. Lorsque les institutions se soumettent à la peur et que la société normalise l'humiliation, l'abus cesse d'être une exception et devient la norme. La Rome de Caligula nous rappelle que les tyrans ne se maintiennent pas seulement par l'épée ni par les armées, mais par la collaboration, volontaire ou forcée, de ceux qui les entourent. Sénateurs, prêtres, poètes, commerçants, tous d'une manière ou d'une autre participèrent à la machinerie de l'outrage. Ce fut le génie pervers de l'empereur. Comprendre que la honte partagée lie plus que la peur, car elle paralyse la volonté de résister. C'est pourquoi, même si son nom fut effacé des inscriptions et ses statues détruites, la leçon de son règne survécut. Les cicatrices sur les corps, les silences dans les familles, les archives cachées dans des cryptes impossibles à détruire, démontrèrent maintenant que la mémoire ne peut s'effacer avec des décrets. Le véritable avertissement réside dans l'écho qui nous parvient. Les systèmes d'abus survivent à leurs créateurs et trouvent toujours le moyen de se réécrire sous d'autres noms, en d'autres temps. Aujourd'hui, en regardant en arrière, nous comprenons que le règne de Caligula n'est pas raconté par morbidité, mais par avertissement. Car oublier comment les systèmes de dégradation sont construits, c'est permettre qu'ils renaissent. Les monstres n'émergent pas seuls, ils sont le reflet de sociétés qui, par peur, par honte ou par opportunisme, leur cèdent le pouvoir. Telle est la leçon amère mais nécessaire que Rome nous a laissée. Et tant que cette vérité ne sera pas assumée, l'histoire continuera de répéter son écho, comme un sombre rappel que la civilisation entière peut devenir complice de sa propre dégradation.